Et il y a aussi, bien sûr, l'ego. Alors, l'ego. Quelle définition on pourrait donner de l'ego? Alors, j'aime bien une définition qui est plutôt une définition, j'appelle dynamique, en faisant la distinction entre ego et personnalité. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, ben voilà, on est incarné dans un corps, on a des émotions de base, on est construit d'une certaine façon, on a un corps qui est fait comme ci, comme ça, on a un tempérament, on a un caractère, on pourrait dire, et le but n'est pas de chasser ça. D'accord ? Le but n'est pas de lutter contre ce que j'appelle la personnalité. Sachant que, comme on est incarné, il faut bien une forme, il faut bien, et quand vous rencontrez même des grands enseignants, ils peuvent entre guillemets avoir le label, quoique le label éveillé, il n'y a pas encore une norme ISO pour dire voilà, je suis éveillé selon la norme ISO 0000. Mais tu t'aperçois que même s'ils ont vraiment ils ont un petit quelque chose que tu aimerais bien avoir, ils sont tous différents. D'accord ? Donc c'est pas parce que, entre guillemets, tu es réalisé spirituellement que tu n'as pas une couleur, tu n'as pas une manière d'agir, voire de réagir. D'accord ? Donc il ne s'agit pas de dire personnalité ou pas bon, et une fois qu'on sera tous réalisés, on sera tous un peu des clones de la présence, tu vois, quoi. Pas les clowns de la présence, mais les clones de la présence. Alors que le but c'est quand même plutôt d'être le clown de la présence, au sens noble du terme du clown, c'est-à-dire de jouer avec la vie. Donc voilà, la personnalité c'est la forme. Okay, on a hérité d'une forme en arrivant, ça faisait partie de ce que j'appelle le kit de démarrage. Tu es arrivé dans cette incarnation et on t'a donné, comme avant à l'armée, on t'a donné un pactage. Et dans ce pactage, tu as un kit de démarrage comme un ordinateur, tu vois. Et dans ce kit de démarrage, il y a un petit programme que tu aimerais bien ultimement qu'il n'ait pas été installé, ça s'appelle ego.exe. Donc ego.exe, au début, tu le vois pas trop, tu vois, le gamin, il arrive, bon, des fois quand tu regardes un gamin qui vient d'arriver sur la planète, il est un peu paumé quand même. Au début, il est un peu paumé. Il regarde, je sais pas trop ce qu'il fait ici. Et puis pendant un certain temps, une fois qu'il commence à être un peu plus à l'aise, tu te penches sur le berceau et là, tu tombes toi-même en complet émerveillement, et tu as des gens qui peuvent être très durs et pas très en apparence, pas très tendres, etc. Alors, ils sont devant le berceau du bébé et ils sont en extase. Pourquoi ? Parce qu'ils ont devant eux un être pour lesquels le programme ego.exe n'a pas encore démarré, et le bébé, il les regarde sans jugement. Le regard du bébé est complètement frais, complètement neuf, il ne juge pas. Et tu vois l'effet, ça c'est intéressant, de voir l'effet que ça a sur les gens. Hein. Parce que tu te penches sur le berceau, tu tombes dans ce regard qui est un regard de présence, finalement. Et alors à ce moment-là, tu sens à l'intérieur de toi que ça se détend, et d'un seul coup, tu commences à gagater là devant le. D'accord ? Il t'a mis le mental un peu en travers, et là, tu redeviens bébé quelques instants, et ça te fait vachement bien. Et les animaux, c'est ça aussi. Hein. Il y a des chiens, t'as beau être infect avec les gens autour de toi, et tu vas tomber devant un chien, et tu vas être alors viens. D'un seul coup, t'as changé, t'es complètement ouvert. Pourquoi ? Parce que le chien te regarde sans jugement. Voilà, et ça fait vachement bien. D'accord ? Parce que le chien, lui, n'a pas d'ego. Le bébé n'a pas encore d'ego. Et donc, ce petit programme, en fait, est un programme. L'ego, c'est quoi finalement ? On pourrait dire que c'est un programme qui va chosifier. C'est-à-dire qu'il va te faire croire que tu es une chose. Une chose étant une forme. Et dans le vocabulaire de Descartes, une forme, c'est quoi ? C'est bien sûr une forme physique. Mais c'est aussi une émotion. Une émotion, c'est une forme qui émerge dans l'instant, dans la conscience, d'accord ? Et qui, à un moment donné, si tu la laisses tranquille, elle va disparaître, comme toute forme. Ou alors la pensée, c'est considéré aussi comme une forme. C'est intéressant, je trouve, de voir les choses comme ça, en disant, finalement, une forme, c'est tout ce qui va émerger, et une forme, par nature, ça naît, ça vit et ça meurt. Donc une pensée, ça naît, ça vit et ça meurt. Une émotion, ça naît, ça vit, ça meurt. Un corps physique, ça naît, ça vit,
et ça meurt. D'accord ? Une sensation, une perception, ça naît, ça vit et ça meurt. Okay ? Tout ça, ce sont des formes. Et l'ego, qu'est-ce qu'il fait? Comme il est un peu paumé, en fait, tu es un peu paumé, là, tu t'es incarné, là, et puis tu as oublié qu'est-ce que tu faisais là. Tu as oublié que tu étais la grande conscience spacieuse, infinie, et donc tu vas chercher quoi? À te recréer une identité. Et à ce moment-là, l'ego, finalement, consiste à prendre ce qui passe, ta configuration physique, ta beauté, tes émotions, tes pensées, les pensées que tu as sur le monde, les pensées que tu as sur toi-même. Voilà, tout ça, finalement, le programme ego.exe prend à peu près tout ce qui passe quand tu grandis et le met dans un espèce de sac avec le petit Flo, c'est ton prénom. D'accord? Et par exemple, sous Jean-Luc, eh bien, j'ai mis un tas de choses qui sont attachées à mon identité, d'accord, qui est une identité utile pour interagir avec le monde, d'accord, mais là où ça se complique, c'est quand je crois que je ne suis que ça. C'est quand tout mon sens d'être est enfermé dans la forme. Et cette forme, une fois de plus, c'est mon corps physique, donc je peux être identifié à mon corps physique. Alors, identifier, c'est pareil, étymologiquement, c'est id, c'est idem, c'est le même, et fier, c'est faire. Identifier, ça veut dire se faire le même. Donc en fait, si je m'identifie à mon ego, je m'identifie à mon corps physique par exemple, et ça commence à se gâter évidemment quand je commence à vieillir, et que ma beauté initiale commence à flétrir, à un certain niveau en tout cas. Les émotions, bien sûr, je vais m'identifier à mes émotions, souvent inconsciemment, et puis alors surtout, peut-être la grande malédiction, je m'identifie à ce que je pense. Et je deviens ce que je pense. Je crois que je suis ce que je pense que je suis. Et je crois ce que je pense. D'accord? Et donc le monde devient une construction filtrée, ça c'est une notion aussi classique dans beaucoup d'approches. Et voilà, je me balade avec un filtre, et ce filtre, c'est le filtre de mes pensées, le filtre de mes émotions, le filtre de ma perception. Je ne vois pas le monde tel qu'il est. Donc le programme ego, j'aime bien le voir comme quelque chose qui est dynamique. Ça c'est intéressant de le voir comme ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui en permanence se répète, se réactualise. C'est-à-dire qu'en permanence, je crée l'attachement à. D'accord? C'est quelque chose d'actif. Donc pour moi, l'ego, c'est un mécanisme. Vous voyez, c'est un truc qui tourne et qui en permanence fait que je m'identifie à ma personnalité. Je m'identifie à ma forme. Ce qui est intéressant de voir l'ego sous cette forme dynamique, c'est-à-dire que c'est un mouvement de saisie, en disant c'est ça, c'est moi, ça, c'est moi. Donc après, évidemment, quand je grandis, je vais m'identifier à plus de choses. Moi, par exemple, j'ai une belle voiture. Je peux très bien m'identifier à cette voiture. C'est-à-dire que comme l'ego me fait croire que je ne suis qu'une forme, à partir du moment où l'ego a inventé, on va dire, moi forme, d'ailleurs les vendeurs, par exemple, d'informatique l'ont bien compris, quand tu mets iPhone, en anglais c'est je, donc moi téléphone. iPhone, iPad, moi tablette, iMac, moi Mac, non moi ordinateur. En fait c'est très intéressant de voir comment, bien sûr, la publicité et tout notre beau monde de consommation va jouer avec ça. Va dire, écoute, là si tu achètes cette tablette là, tu seras plus grand, plus beau, tu seras, d'accord, ça devient une extension de toi-même. D'accord? Et aujourd'hui, bien sûr, les égos sont très électroniqués. L'électronique, tous les accessoires et tout ça sont des extensions maintenant de la personnalité. On pourrait dire, c'est plus je pense donc je suis, mais j'ai une page Facebook donc je suis, tu vois. Ça devient, c'est vrai pour certaines personnes, ça devient une vraie identité. Ils existent par exemple à travers leur page Facebook. D'accord? Donc l'ego te dit tu es une chose, et cette chose c'est ton corps, tes émotions, tes pensées. Le problème c'est qu'à partir du moment où l'ego a créé moi chose, il a créé moi mourir. D'accord? Si tu crois que tu es qu'une chose, et dans cette chose-là on va inclure les pensées, ce que tu penses, eh bien tu as créé la mort.
Parce que si tu t'identifies à quelque chose, à une forme, eh bien, on sait bien que toute forme, même si on essaie de se le cacher, spécialement dans notre civilisation, on cache la mort, on cache les morts, on a une relation avec la mort qui est assez pathologique, je ne sais pas si vous avez remarqué, par rapport à d'autres cultures. Pourquoi? C'est parce que plus on chosifie, plus on se considère une chose, plus on a peur de mourir, évidemment, puisqu'on sait bien implicitement qu'une chose va mourir. D'accord? Si je suis mon corps physique, si je ne m'identifie qu'à mon corps physique, c'est terrible. Et j'ai beau me cacher, mais je sais bien au fond de moi qu'un jour, ça va être fini. D'accord? Donc à partir du moment où je me suis identifié à une forme, j'ai inventé la mort. Et donc, et aussi, j'ai inventé donc, cette vision de moi comme étant une chose, et pour vaincre la mort, je vais essayer en permanence de m'améliorer. D'accord? De grandir, de grossir à travers des idées, de grossir à travers des acquisitions physiques, de grandir, d'accord? Je vais essayer de m'expanser, parce que, au fond, l'expansion, elle existe. C'est comme si, quand je m'étais incarné, j'avais gardé une sorte de nostalgie de ma vastitude. Donc je sais que, quelque part, je suis vaste, je suis grand, je suis limité. Je suis la présence. Et cette nostalgie, elle ne reste qu'une espèce de trace comme ça, et je la projette dans la matière. Et donc, je vais chercher à m'améliorer. À travers des possessions, à travers... Et donc là, l'ego invente le temps. En disant... alors, j'ai rien contre le temps, le temps, on va dire, pratique, c'est très pratique. Les Grecs appelaient ça le temps chronos. Il a sa réalité, mais d'un point de vue purement pratique. Si on a une conférence ce soir, il faut fixer une date, etc. Donc c'est purement pratique. Mais les Grecs aussi avaient le temps qu'ils appelaient kairos, qui est une sorte de verticale, qui est l'instant présent. Là où une autre réalité de moi-même s'ouvre. Donc l'ego, lui, nous enferme dans le temps linéaire, dans le temps chronos. Et donc, il a besoin du temps pour survivre, l'ego. Il a besoin de l'illusion que plus tard ça ira mieux. Et que moi, chose, mon identité, donc chose, et dans la chose c'est les idées, les émotions du corps physique, par exemple, ou mes possessions matérielles, eh bien, dans le temps, je vais pouvoir l'améliorer. Ok, en ce moment, ça se passe pas trop bien, je me sens pas très bien avec moi, dans ma vie, où j'ai des problèmes, etc. Eh bien, mais plus tard, ça ira mieux. Je sais pas si vous remarquez, enfin, moi je le remarque chez moi, ce message plus tard, ça ira mieux, il est permanent. Ça peut prendre plein de formes possibles. Mais voilà, je pourrais très bien me dire, quand cette conférence sera terminée, ça ira mieux, là, je serai un peu moins tendu. Toi, tu vas mettre toujours quelque chose en disant le bonheur, c'est toujours pour demain, comme disait Pierre Perret. D'accord? Et ça, c'est un schéma égotique, mais permanent. Donc on commence à l'observer, au début, ça... Oula. C'est-à-dire que tu vas toujours considérer l'instant présent, et Descartes insiste beaucoup là-dessus, tu vas toujours considérer l'instant présent comme un moyen d'arriver à autre chose. L'instant n'est qu'une espèce de marche qui va te permettre d'accéder à un meilleur toi-même, ou un meilleur monde, un meilleur... d'accord ? Et cette forme, alors ça peut être des acquisitions matérielles, bien sûr, ça peut être de l'argent, ça peut être quand ma relation ira mieux, quand mon couple ira mieux, quand voilà, je serai heureux. Et donc l'ego va créer le temps, parce que ça lui permet de maintenir l'illusion dans l'instant. L'illusion que je suis une chose, et qu'aujourd'hui ça va peut-être pas trop bien, mais avec ça, quand j'aurai fait ça, etc., ça ira mieux. Et là on arrive sur une notion intéressante qui est l'ego spirituel. C'est pas le négro spirituel, c'est l'ego spirituel. L'autre chanson. Donc l'ego spirituel, c'est exactement le même mécanisme mis dans le champ spirituel. C'est-à-dire que tu considères que ça y est, tu as compris l'identification à la matière, la belle voiture, la belle maison, ok, ça j'ai dépassé ça quand même. C'est plus moi ça. D'accord ? Mais tu vas remettre le même besoin du futur, le même besoin de te raconter une histoire. L'ego, finalement, c'est une histoire qui se raconte. Sur je suis comme ça et je vais évoluer comme ça. D'accord ? Et là, c'est le piège, on va dire, de mot transformation.
Et c'est là où les enseignements spirituels, notamment celui de Eckhart Tolle, sont assez directs avec ça. C'est-à-dire ne pas prendre le mot transformation, parce qu'on veut tous, quelque part, que les choses aillent mieux, c'est normal, on veut tous que ça se transforme. Mais si on met transformer au sens changer de forme, d'accord, à ce moment-là, on reste dans la dimension chronos, on va dire, d'accord. Il y a une vision linéaire de la vie, sachant qu'en général, au fur et à mesure que j'approche, que je vieillis, le temps m'est retiré, d'accord, et à un moment donné, je vais réaliser que, et ben voilà, ça fait 70 ans, 80 ans, d'accord, que j'attends que les choses aillent mieux. Et à un moment donné, ça devient assez difficile. Alors, tu peux te masquer la réalité, mais tu peux très bien constater qu'à 80 ans, tu te sens toujours aussi mal à l'intérieur de toi qu'il y a 70 ans, par exemple. D'accord ? Et que tu as cru finalement que ça allait toujours aller mieux dans le futur. Et dans cette notion de je me suis transformé en chose, c'est-à-dire je crois que je suis une chose, eh bien, dans les démarches de développement personnel ou de spiritualité, eh bien, j'imagine une version de moi-même améliorée, une version de moi-même heureuse, d'accord ? Mais je reste finalement dans la notion de je suis une chose. Hein, dans cette espèce de croyance souvent inconsciente que je suis moi-même un truc qu'il faut améliorer. Et tu vas dire, non mais ça va pas, je ne suis pas bon, il y a quelque chose qui déconne chez moi, d'accord. Après, bien sûr, tu peux mettre de la culpabilité là-dessus, tu peux mettre des émotions négatives là-dessus. Et donc, Eckhart va être assez comme les enseignants spirituels peuvent l'être, il va être assez direct en disant, il n'y a pas de version améliorée de toi-même. D'accord ? C'est comme si tu considérais toi-même, tu dis, bon allez, le hardware, c'est bon, je ne suis plus identifié à mon hardware, si on prend l'image informatique, mais en fait, tu es identifié à ton software. Et ton software, c'est une histoire que tu te racontes, qui va forcément bien finir. Hein, sinon... mais en fait, c'est comme si tu t'imaginais comme un programme, d'accord, et que tu attends toujours une nouvelle mise à jour. Ok ? Et tu peux te retrouver à méditer pendant 10 ans, hein, et c'est comme si tu méditais, si on te demandait qu'est-ce que tu fais, tu pourrais dire, si on utilise cette métaphore-là, là je suis en train de télécharger la nouvelle mise à jour. Alors évidemment, si tu fais ça, tu vas avoir des problèmes de connexion, des problèmes de wifi, moi je ne suis pas connecté en ce moment, après, toute une terminologie, ah non j'ai des problèmes de... Non, en ce moment je sais pas, j'ai eu une super expérience spirituelle, et là j'arrive plus à la voir. Okay. Là, qu'est-ce qui s'est passé avec ta belle expérience spirituelle? Tu t'es accroché à l'expérience, tu t'es identifié à l'expérience, tu as fait cette expérience tienne, et tu veux absolument la reproduire. Évidemment, je ne sais pas si vous avez eu cette expérience-là, mais ça peut marcher un tout petit peu, mais au bout d'un moment, ça ne marche plus. Tu ne peux plus reproduire, parce que quoi? Tu cherches à reproduire la forme de l'expérience, et pas l'essence. Et tu ne peux pas reproduire l'essence. L'essence est éternelle, elle n'est pas reproductible, l'expérience. Donc en fait, tu vois, c'est une identification à l'expérience, une identification à une idée que tu as de toi-même, un peu plus noble hein, que le propriétaire de la belle voiture, mais au fond, c'est le même mécanisme. Tu te considères comme un truc qu'il faut améliorer. Et tu as une relation avec toi-même comme si c'était quelqu'un d'autre et tu te dis ça va pas, voilà. Et après tu n'es pas suffisant, ou là tu as foiré, voilà. Mais en fait tu restes toujours prisonnier de cette idée, je suis un truc. Et ce truc déconne, la preuve, je ne suis pas heureux là actuellement, si vraiment je suis honnête avec moi, je ne me sens pas heureux, ce truc déconne et je dois m'améliorer. Alors je suis un peu dur peut-être hein, avec... bien sûr il s'agit d'essayer d'améliorer les choses, mais finalement dans la présence catalyseur de transformation, l'idée c'est que si je souhaite changer avec le piège hein, de dire je suis un truc qui doit changer, d'accord, mais si je veux que ça évolue, on va dire, si je veux que ça évolue, il s'agit de faire intervenir d'une manière ou d'une autre dans ma vie cette autre dimension. C'est-à-dire aller au-delà de me considérer comme simplement un truc, et c'est là où
ça commence un peu à se compliquer. En tout cas, c'est là où le mental, lui, si tu lui dis non, ne cours même pas après une version améliorée de toi-même qui s'appelle Jean-Luc éveillé. Tu vois, si je me parle à moi, je peux très bien rêver, et je l'ai fait, je le fais parfois encore, de rêver d'un Jean-Luc éveillé, voilà, qui a réalisé les mystères de la vie et qui est en phase avec la vie, etc. Et là, je commence à réaliser que ça encore, ce n'est qu'une idée. Et que cette idée va toujours être entre moi et la vraie expérience. Et que la vie peut parfois m'amener, un peu brutalement des fois, une expérience où vraiment je prends contact avec cette dimension profonde, innommable, qu'on va appeler la présence ce soir. Okay, donc je peux rentrer peut-être en contact avec cette présence, je peux me sentir même, aller jusqu'à me sentir cette présence, ce vaste espace. Mais dans cet espace-là, il n'y a plus de pensée. Et les cartes, c'est un peu dur des fois à entendre, parce que quand on lui pose la question, mais comment juger de mon état d'évolution spirituelle? Est-ce que tu peux me donner un indicateur de mon état d'évolution spirituelle? Comment je mesure ma progression sur le chemin? Et là, il va citer, je crois que c'est un autre sage indien, je ne sais plus comment il s'appelle, Maharshi. Et il dit, tu mesures le niveau de progression, ton niveau de progression spirituelle, par ton degré d'absence de pensée. Donc moins tu penses, ça fout la trouille quand même, parce que je me dis ça, ouais, oh là là. S'il commence à t'observer, tu t'aperçois que tu penses tout le temps, tu dis, non, je vais pas avancer, hein. À 50 ans, dis donc bonjour. Et pourtant c'est ça. La présence, ce sont ces moments où, si la présence est pleine présence, pleine conscience, etc., tu t'aperçois que tu existes sans penser. Hein, et que le mot, je crois d'ailleurs c'est mal traduit là, de Descartes, là, je pense donc je suis, je crois que c'était autre chose, hein, on l'a mal transmis. Mais en tout cas, si on reste là, je pense donc je suis, tu t'aperçois que c'est faux. Tu t'aperçois que tu es, même quand tu ne penses pas, et tu t'aperçois même que tu es, surtout quand tu ne penses pas. Que quand tu ne penses pas, il n'y a plus d'histoire qui serait... Grosso modo, on pourrait dire, quand tu ne penses pas, l'ego n'est plus actif. C'est direct. D'accord ? Tu n'es plus en train de te raconter qui tu es. Tu es. Pas besoin d'une histoire pour sentir que tu vis. Donc la présence, ce serait ça. Ce serait un espace dans lequel je prends directement contact, et une fois de plus, les mots vont créer une séparation. Je prends contact avec quelque chose, ça veut dire qu'il y a moi et cette chose. Hein. Les mots vont forcément créer une dualité. Mais la présence, on pourrait dire, c'est cette perception directe que j'existe, que je vis, au-delà de la forme que j'ai là maintenant. Au-delà de ce qui existe dans ma vie là maintenant. Et à ce moment-là, ça ne peut être qu'une expérience. Mais à ce moment-là, je peux me sentir, souvent, je me sens plus vivant encore. C'est quand l'histoire s'arrête de qu'est-ce que c'est la vie. Je me raconte en permanence. Hein, il paraît que 95% de nos pensées sont compulsives. Hein, on se raconte toujours la même chose, à peu près. Il y a très peu de pensées vraiment créatives. Hein. Parce qu'il ne s'agit pas de jeter le mental, hein. Je ne suis pas en train de dire le mental ou c'est pas bon. Le truc, c'est que le mental, finalement, a pris le dessus. Hein. Il y a souvent cette image-là, hein, que le mental est un outil. Et que c'est, au lieu qu'il soit au service de la présence, c'est l'inverse. C'est la présence ou la conscience qui est au service du mental. Hein, c'est comme si, au lieu qu'on utilise le mental pour créer, parce que le mental est un extraordinaire outil d'incarnation, de création, c'est comme si c'était plutôt lui qui nous utilisait. Et ça veut dire quoi, le mental m'utilise? Ça veut dire le mental utilise ma conscience. Et ça, c'est le mécanisme de l'ego. Le mental me fait croire que je suis que ça.
Donc ça, c'est l'ego. Okay, donc c'est essentiellement une croyance, une histoire que je me raconte sur ce que c'est la vie, qui je suis, comment j'interagis avec les autres, etc. Et le mental est précieux, le mental est un outil de discernement. Donc c'est très important aussi d'observer, d'utiliser le mental comme outil d'observation. En fait, le mental, c'est comme une espèce de loupe qui va focaliser la conscience et qui est capable de regarder quelqu'un en particulier. La conscience, qui est très ouverte, très vaste, se focalise à un moment donné et est capable de dire cette forme-là est différente de cette forme-là. Hein, c'est un outil de discernement. Donc c'est un formidable outil de création, à condition qu'il soit au service d'autre chose. Hein, et que ce ne soit pas la conscience qui soit assujettie au mental. Donc ça, c'était l'ego. Alors au passage, l'ego grille énormément d'énergie. Hein, Eckhart va dire l'énergie, c'est quoi? Le chi ou les différentes traditions, le souffle. Il dit, bon, voilà, de manière très simplifiée, il y a la matière, il y a la conscience, et de la conscience à la matière, il y a un flux qui est un flux d'énergie, l'énergie de vie. Et donc, la source, c'est la conscience. La conscience, comme un soleil, hein, c'est souvent l'image du soleil, émet en permanence tout un flux d'énergie de vie, hein, qu'on est censé, entre guillemets, canaliser, qu'on est censé recevoir et traduire en actes, en gestes, en échanges, en paroles, en création, en fait, au niveau du monde humain. L'ego, évidemment, détourne le mental, finalement. Pourquoi il fait du kidnapping de conscience, hein, où tu te crois juste l'histoire que tu te racontes, c'est parce qu'il en tire énormément d'énergie. Hein, il capte l'énergie vitale. Son service, quelque part. Hein, c'est le serviteur qui a pris les clés du coffre-fort du maître. Donc ça, c'est un aspect intéressant, c'est de voir que l'ego, c'est un mécanisme, c'est dynamique, c'est quelque chose qui se réaffirme en permanence. C'est intéressant de voir ça sous forme dynamique, parce que ça veut dire quoi? Pour en sortir, ça ne veut pas dire que je dois lutter contre quelque chose. Parce que qui lutte contre l'ego en disant « Ah, l'ego, c'est nul », c'est l'ego. C'est le même mécanisme qui revient, ce que j'appelle par la porte de derrière, et qui regarde, parce que bien sûr, un des mécanismes favoris de l'ego, c'est le jugement. L'ego a vraiment besoin de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est supérieur à ça, ça c'est inférieur à ça. Et pour faire ça, il utilise le mental, hein, parce que le mental est un outil de discrimination. Donc il utilise le mental, il voit les différences, et comme il a besoin, lui, en permanence de se convaincre qu'il ne va pas mourir, okay, eh bien, il compare. Et il va comparer, bien sûr, au niveau positif, c'est-à-dire qu'il dit « ouais, moi je suis mieux qu'eux ». Et quand et ça, bah, on le voit tous, hein, tu arrives, tu rencontres quelqu'un pour la première fois, et si à ce moment-là, tu es dans ton ego, c'est comme vous voyez le film Terminator, vous voyez, non Terminator, là, le robot, le cyborg, et sur son champ ici, il a, quand il arrive dans une situation, ça analyse la situation, il a sur son écran ici, d'ordinateur intérieur, il a des informations. Alors c'est comme si tu arrives, tu serres la main à quelqu'un, tu vois, et puis tout de suite, tu as ton programme ego qui est en route, et il dit alors attends, bouge pas, alors comme ça, oula, il paraît spirituel celui-là, voilà, tu vois quoi, ça range, ça classifie, ça va dans la base de données, d'ailleurs lui il est comme ça, comme ci, comme ça, et à un moment donné, en bas, conclusion, niveau d'alerte 9, d'accord, c'est l'ego qui va se sentir menacé, et là, évidemment, si on continue la métaphore du robot, évidemment, là, tu as tous tes mécanismes, toutes tes armes qui commencent à se déployer, comme dans les films maintenant. Tu as le laser qui sort ici, tu as le désintégrateur, si tu en as un, tu vas le sortir là, d'accord? Tu te mets tout de suite, on va dire, il y a toute l'artillerie émotionnelle qui se met en route, tu vois. Voilà, donc ça c'est l'ego. Okay, il a vu un truc, il a classifié, il a défini que c'était soit à son avantage, soit pas à son avantage. À ce moment-là, il y a les mécanismes de défense qui se mettent en route. Donc là, ça nous amène naturellement à un deuxième conseil d'Eckhart Tolle qui m'a semblé très précieux, c'est le corps de souffrance. Ça va, vous restez là? Parce que là, on descend dans les étages. On verra après comment on s'en sort. Hein.
rassurez-vous, pas vous laisser là. Mais il y a quand même un point important à voir, c'est le corps de souffrance. Donc qu'est-ce que c'est le corps de souffrance?